On est en train de finir la décennie, on va bientôt passer en 2020. Alors je me suis dit que c'est le moment de vous parler de mes matchs NBA qui m'ont le plus marqué de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Accrochez-vous bien, on va parler de choses qui m'ont vraiment marqué. C'est parti. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sport News. J'espère que vous avez la pêche. J'ai maté un paquet de matchs NBA. J'aimerais bien savoir combien de matchs NBA j'ai pu mater pendant cette décennie. Mais du coup, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous apporter les 6 matchs NBA qui m'ont le plus marqué. Alors, je vous attends dans les commentaires parce que je vais raconter mes histoires personnelles. Je veux que vous me racontiez comment vous avez vécu les matchs NBA qui vous ont le plus marqué pendant cette décennie. On commence par le numéro 6 et il est très récent. Et il fait très mal aussi. Je parle du deuxième tour des playoffs de Philadelphie l'an dernier à l'Est face aux Toronto Raptors. Et en particulier, j'ai envie de parler de ce Game 7, là où les Raptors étaient clairement une meilleure équipe pendant tout le match. Ils ont conservé leur distance et Philadelphie n'ont jamais réussi à un petit peu sortir la tête de l'eau et faire une séquence où ils ont fait plusieurs stops et aussi plusieurs paniers. On a sorti dès le début une petite avance de Toronto au premier quart-temps et à chaque fois j'étais devant mon écran et j'espérais une perte de balle, quelque chose pour donner un petit peu de vie à cette équipe de Philadelphie. Et Philadelphie était clairement au niveau du deuxième au quatrième quart-temps. Mais le problème c'est que ce gars en face qui portait le numéro 2 s'assurait à chaque fois, quand il y avait besoin d'un panier pour Toronto, que ce panier allait rentrer. C'était des playoffs absolument dingues pour Kawhi Leonard et j'ai vraiment l'impression que ça a commencé à ce deuxième tour des playoffs face à Philadelphie. À chaque fois que les Raptors avaient besoin d'un panier, Kawhi Leonard prenait ce ballon, allait à mi-distance, créait de la séparation, ça shoot et ça rentre. Et bien sûr, cette série fait très mal parce que Philadelphie m'a pas donné énormément de choses qui ont été magnifiques pendant cette décennie. Et à ce match-là, au Game 7, tu sens venir la sentence. Avec toute la réussite que Kawhi Leonard avait pendant ce match, je vois Joel Embiid, je vois Ben Simmons qui essaie de le couvrir sur le dernier play au Game 7. Je vois Kawhi faire cette petite hésitation qui fait sauter Joel Embiid, ça shoot au corner et je crois ne jamais avoir vu en NBA un shoot qui tape autant le panier, qui a passé tellement de temps en l'air, ça a été une éternité pour moi. Mais à la seconde où ça quittait la main de Kawhi, c'était sûr pour moi que ça rentrait. Si je me rappelle bien, ça a tapé 4 fois le panier avant de descendre. Une fin qui sort d'un film qui m'a brisé le cœur, mais c'était mon numéro 6. Et il y en a d'autres qui me font un petit peu plus plaisir à venir dans mon top 5. Numéro 5, je retourne en 2016 entre les Warriors contre le Thunder. Quand Kevin Durant était encore chez le Thunder et qu'au Game 6, Klay a porté son équipe pour ressortir ses Warriors et aller en finale. Le Thunder menait 3-1 dans cette série et arrivé au Game 6, à la maison, à Oklahoma City, le Thunder était venu pour tuer les champions. Les Warriors avaient gagné 73 matchs pendant la saison régulière et se retrouvent à 13 points d'écart, 13 points de différence au deuxième quart-temps. Au quatrième quart-temps, Klay Thompson inscrit le plus de points pour faire gagner son équipe et au quatrième quart-temps, les Warriors étaient à moins 8. Au final, Klay Thompson est à 61% à 3 points sur 18 shoots. C'est absolument incroyable et en particulier avec son style de jeu à Klay Thompson qui n'est pas comme ses autres superstars. Il ne manipule pas le ballon à outrance. Avec Klay, il attrape le ballon, il shoot ou il attrape le ballon, il drive, mais il n'y a pas de perte de temps. On a vu un match tellement efficace de la part de Klay et cette image de Joe Lacob qui est à genoux en train de voir Klay Thompson re-rentrer dans le vestiaire, c'est un truc qui m'a marqué absolument, qui m'a fait rendre compte que, ok, cette équipe peut être une dynastie. Et en plus de tout ça, maintenant qu'on voit a posteriori l'impact que ce game a eu, sans ce Game 6 de Klay Thompson, c'est le Thunder qui va en finale. Le retour de 3-1 de LeBron James n'existe pas. Kevin Durant ne va sûrement pas aux Warriors. Les Warriors ne deviennent sûrement pas une dynastie. Et peut-être même que San Antonio ne perd pas Kawhi Leonard une année après, parce qu'en playoff, Kawhi Leonard n'est pas blessé face à Zaza Pachulia. Il y a tellement d'impact sur cette décennie avec seulement un match que j'étais obligé de mettre cette performance de Klay dans mon top 5. Numéro 4, je remonte encore dans le temps en 2012 pour peut-être la meilleure performance de LeBron James dans toute sa carrière. Game 6. À Boston, ils perdent 3-2 avec le Heat. La seule raison pour laquelle je ne fais pas rentrer ce match dans mon top 3, c'est simplement parce que à partir du début de ce match, on a senti qu'il n'y a pas aucune possibilité qu'il y ait du suspense dans ce match. Dès le premier quart-temps, LeBron James a montré que c'était le meilleur joueur sur Terre. Et au moment où les médias commençaient à relancer cette discussion de est-ce que LeBron James mérite d'être dans ces discussions du meilleur joueur de tous les temps, LeBron James a absolument été surhumain et surtout il n'a pas joué sur ses forces. Il a dominé en jouant sur des choses qu'on n'a jamais vues. On n'a jamais vu LeBron James faire tout un match où il est aussi adroit au poste en se faisant des shoots à mi-distance en sortant du poste. Et en voyant ça en particulier, cette expérience de voir ce match,
c'était un peu me rendre compte ce que pouvait être Michael Jordan au maximum de sa carrière. Une domination totale au poste, à mi-distance, sur des shoots extrêmement difficiles, avec un manque d'équilibre dans son shoot, ça rentre quand même. LeBron James inscrit 45 points, 15 rebonds, 5 passes décisives, à 73% au shoot. Il joue presque tout le match et il gagne presque de 20 points contre ses Celtics, avec Dwayne Wade qui te donne un 6 sur 17, et Chris Bosh qui te donne seulement 7 points. À ce moment-là, devant mon écran, je n'ai jamais vu Michael Jordan jouer pour de vrai et je suis pas fan des discussions de qui est le meilleur de tous les temps. Mais à ce moment-là, je me suis dit qu'un fan de Jordan n'a plus le droit de dire qu'il n'y a pas de comparaison. On rentre dans le top 3 et si t'aimes cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de me dire dans les commentaires quel match t'as le plus marqué dans cette décennie. Pour ce troisième match, je vous emmène à Madrid. Le match se tenait pas là-bas, c'est là où je regardais ce match. Le Game 7 des finales NBA de 2016. Si tu prends ce match à part entière, c'était un match vraiment dégueulasse. C'était un match défensif, les deux équipes n'étaient pas du tout à droite et les deux équipes savaient qu'en face, il y avait énormément de talent et que ça pouvait péter à chaque moment. On voyait un peu de la peur dans les deux équipes et les trois seuls joueurs qui n'avaient pas peur sur le terrain, c'était LeBron James, Kyrie Irving et Draymond Green. Draymond Green qui s'était fait suspendre pendant cette série arrive avec 6 sur 8 à 3 points, 32 points, 15 rebonds et 9 passes décisives. Il allait prendre le titre de MVP si les Warriors gagnaient ce match. À côté de lui, il a Steph, Clay et André Iguodala qui sont à 6 sur 27 au shoot à 3 points. Et pendant ce quatrième quart-temps, au Game 7, à 4 minutes et 39 secondes avant la fin du match, Klay Thompson inscrit 2 points. Et pendant les 4 prochaines minutes, absolument personne n'inscrit un panier. Et à ce moment-là, j'ai toute une histoire autour de ce match. Je vous ai dit que je vous emmenais à Madrid. Et à ce moment-là, je bossais pour un magasin de sneakers à Madrid et je vivais chez mon cousin. Mon cousin qui bosse énormément. Pour vous planter un petit peu le décor, il est rentré à 1h du matin d'un voyage d'affaires et il repartait à 6h du matin pour aller travailler. En gros, mon but pour moi, c'était pas de faire de bruit pendant ce match. Et ça a été très dur. Parce que pendant ce temps, entre la 4e minute et 39 secondes et 53 secondes avant la fin, tellement de choses se sont passées. Avant de parler des deux actions dont tout le monde parle, je veux parler d'une action qui m'a vraiment marqué devant mon écran. Un changement dans la défense des Cavaliers. Kevin Love se retrouve face à Steph Curry. Et à ce moment-là, je suis devant cette action et je me dis comment Kevin Love veut tenir Steph Curry face à lui. Steph fait ce qu'il fait d'habitude. Kevin Love, par la magie, il reste devant lui. Steph shoot et manque le panier alors que l'Arena était prête à exploser. C'était une des séquences défensives les plus dingues que j'ai vues de Kevin Love. C'était très rapide, il n'y avait pas grand mouvement, mais Kevin Love simplement reste face à Steph Curry, ne mord sur aucune feinte et le force à faire un shoot très délicat. Ensuite des tirs sont manqués. Golden State repart en contre-attaque et André Iguodala va au lay-up et à ce moment-là, je suis devant l'action et je me dis quelque chose doit arriver. Je me souviens simplement m'être levé et avoir crié et avoir réveillé mon cousin parce que c'était une ombre qui est rentrée dans l'écran et qui a bloqué André Iguodala. LeBron James qui fait le bloc, qui sauve son équipe. Et ensuite, comme vous le connaissez tous, Kyrie Irving qui dribble face à Steph Curry. À ce moment-là, je me rends compte qu'il n'y a pas eu beaucoup de scores depuis un moment. Je vois le shoot partir, je pense qu'il va absolument pas rentrer, je me dis que c'est un mauvais shoot. Bang, Kyrie Irving rentre ce shoot, le match était très très laborieux. Mais dans l'histoire, LeBron James apporte le titre à Cleveland et revient d'un déficit de 3-1. C'est le 3e match dans mon top 6 sur les matchs de cette décennie. Et je tiens à m'excuser pour mon cousin de l'avoir réveillé, du coup j'en profite. Merci. Le deuxième match qui m'a le plus marqué de cette décennie, alors on reste avec LeBron James, il y a beaucoup de choses de LeBron James pendant cette décennie et on va en 2013, Game 6 face aux Spurs. Les Spurs étaient clairement la meilleure équipe pendant cette rencontre et comme LeBron James a mené son équipe face à Boston en 2012, en 2013, il met sa cape de super-héros au 4e quart-temps. Avant même de parler des actions les plus connues, Mario Chalmers a un de ses meilleurs matchs de sa carrière, 20 points, 4 sur 5 à 3 points. Je me rappelle avoir regardé ce match en me disant « Ah ok, c'est pour ça que LeBron James lui crie souvent dessus, il voit qu'il y a potentiel. » LeBron James et le Heat rentrent dans ce 4e quart-temps avec 10 points de retard. Et je vais vous citer ce qu'a fait LeBron James offensivement pendant ce 4e quart-temps. On a un lay-up, un dunk, un tir raté, un lay-up et ça égalise. Après ça, on a 1 sur 2 au lancer franc, un lay-up et le Heat passe de moins 10 à plus 3 au Game 6 des finales. Je me rappelle être en train de regarder ce match avec un ami et on est d'accord sur le fait que les Spurs sont bien plus carrés, les Spurs sont méthodiques, les Spurs sont une meilleure équipe, mais LeBron James revient. Et à ce moment-là, ils sont à plus 3. Et comme tous ces grands matchs NBA, ce match c'est un grand 8 d'émotions, il y a des hauts, il y a des bas. Et à ce moment-là, à plus 3, LeBron James enchaîne 3 pertes de balles. À 23 secondes de la fin, LeBron James pull-up, manque un 3 points. Rebond héroïque de Mike Miller qui la ressort à LeBron. Et après 3 balles perdues,
Un 3 points complètement raté, LeBron pull-up, shoot et ça rentre. Et ensuite, comme vous le savez tous, on s'assoit pour regarder LeBron James isolé, shooter, manquer, rebond par Bosh, rebond par Chris Bosh, sortie à Ray Allen et Ray Allen plante ça. À la seconde où il décolle les pieds du sol, tu sais que ça rentre. Et ce qui m'a encore plus marqué, c'est toutes les interviews que j'ai pu voir de ses coéquipiers et des coachs qui parlent de Ray Allen après ce shoot, qui indiquent que Ray Allen faisait ça absolument tous les jours à l'entraînement. Il s'allongeait au secteur 0 à mi-distance, se relevait, reculait, attrapait un ballon, shootait et il retournait s'allonger. Et il faisait ça tous les jours. Tous les jours. Ça m'a tellement marqué l'esprit de voir que ce joueur a bossé exactement ce shoot pendant toute sa carrière. Pour le match qui m'a marqué le plus de cette décennie, on va parler même pas d'un match de playoff. Et c'était pendant une saison NBA que je ne regardais même pas et je dois vous expliquer pourquoi. Pendant ma deuxième année d'université, j'ai fait un échange international. Ça a duré toute l'année et j'ai quand même gardé un œil sur la NBA bien sûr. Mais je regardais beaucoup moins de matchs parce que je tenais à profiter un maximum de cette expérience à l'étranger. J'ai vécu une expérience de 12 mois à l'étranger aux Philippines. Ça m'a permis de grandir, ça m'a permis d'apprendre ce que je voulais, d'apprendre un peu plus sur moi. Et basketballement parlant, j'ai un petit peu pu découvrir ce qu'il y avait dans ce pays. C'est absolument des énormes fans de basketball. En 2015-2016, je suis un petit peu la saison des Warriors avec eux, parce que voilà, les gens deviennent fans des Warriors. Steph Curry est en train de prendre la ligue. Et j'avais mes habitudes pendant cette année. À peu près toutes les 2 semaines, on prenait un bus. On voyageait. À peu près toutes les semaines, j'allais au basket avec une équipe de l'université. Et à la fac, j'avais mes routines aussi. À peu près à 13h, tous les jours. J'allais dans cette cafétéria, qui était la cafétéria la plus bruyante possible, où je mangeais tous les jours le même plat de nouilles qui est absolument délicieux et je paierais cher pour retrouver ce plat de nouilles. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était que cette cafétéria était la plus bruyante que je n'ai jamais pu vivre. C'était oppressant, c'était bruyant, il y avait plein de monde, on s'entendait pas parler. Et un jour en avril 2016, je fais même pas attention à l'actualité. J'ai mes écouteurs, je sors d'un cours, je vais dans cette cafétéria et je vais pour commander mes nouilles comme tous les jours. J'enlève mes écouteurs pour parler à la dame et je me rends compte qu'il n'y a pas un bruit. Cette cafétéria où toute l'année je m'entendais à peine parler avec mes potes, on pouvait entendre une mouche voler ce jour-là. J'enlève mes écouteurs, je me retourne pour voir 500 étudiants devant leur ordinateur. Pas un bruit, quelques mecs sont en train de pleurer et c'était le dernier match de la carrière de Kobe Bryant face au Jazz de Utah. À ce moment-là, je prends mon plat, je trouve les joueurs avec qui je jouais au basket d'habitude, je vais m'asseoir autour d'eux. Il n'y en a pas un qui parle. Un d'eux est un extrême fan de Kobe, il a les larmes aux yeux. Et on voit Kobe à ce moment-là être lui-même une dernière fois sur le terrain. Il est exténué, il shoot, la foule entière est là juste pour lui. La cafétéria fait du bruit seulement quand ses paniers rentrent. Et d'ailleurs c'était marrant parce que t'avais des gens qui avaient des décalages de stream, donc t'entendais des cris un peu à retardement. Et littéralement à la fin de ce match, j'ai vu une dizaine de mecs pleurer devant leur écran. Et je savais que le basketball avait un pouvoir à l'international. Mais je savais pas à quel point tu pouvais engager émotionnellement toute une population. Les Philippins en particulier, il y a 2 choses qui m'ont marqué sur leur pays. La première chose, c'est que les Philippines, c'est peut-être le plus beau pays du monde. J'avais 20 ans à ce moment-là, et en sortant de ce pays, j'étais déjà convaincu que c'est peut-être la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. Et la deuxième chose, c'est que cette population qui a été colonisée par les Américains ont tellement été baignés dans cette culture du basket que c'est devenu le sport national. Et j'ai eu pendant 48 minutes ce feeling de vivre avec des réels fans, avec un groupe énorme de fans, le dernier moment d'une légende NBA. Et c'est mon moment qui m'a le plus marqué en NBA cette décennie. En tout cas l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous attends vraiment dans les commentaires pour me dire quel match vous a le plus marqué pendant cette décennie. Pour moi c'était Kobe qui lâche 60 points une dernière fois dans sa carrière. Bon, il y avait toute une ambiance autour de ça, vous comprenez. Moi c'est ça que je veux savoir, c'était quoi l'ambiance autour de ces matchs. Je m'en fiche de la qualité du match, je veux voir l'ambiance que vous avez vécue autour d'un match. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos un peu similaires. C'est tout pour moi pour cette vidéo et pour tout le reste on se retrouve demain 20h pour plus de NFL, plus de NBA et ce sera tout pour moi. Allez ciao.